Ahmed Gariga Hassan Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum. Sabah al-khair, comment ça va? Ça va, Ça passe vite, hein? Oui. Mine de rien. Effectivement, mine de rien, ça passe. Ça passe vite, mais en tout cas... Il faut en profiter, en fait. Il faut en profiter, effectivement. Il faut en profiter. En tout cas, c'est un mois de méditation par excellence, hein, spiritualité par excellence. C'est le mois où normalement l'Iman est là au maximum parce qu'il y a plusieurs manifestations. Oui. Il y a le jeûne, donc qui nous fait sentir la présence de Dieu pendant toute la journée, donc on n'a pas intérêt à partir par-ci, par-là, donc à s'échapper. Et puis, il y a toute cette manifestation c'est le fait de, surtout Tarawih, qui font que la pratique religieuse en groupe, donc, qui m'a donc on est ensemble pendant un certain moment, donc on charge les batteries pour toute l'année, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. En tout cas, et aujourd'hui, on s'intéresse quand même à une expression, ou à des expressions religieuses. Exactement. On va essayer de parler un peu, si on peut, du soufisme, parce que il y a de cela un siècle, un peu moins, donc le soufisme c'était quelque chose de très normal, donc c'est la voie soufie, choisir un shir, choisir une tariqa, ou tout simplement s'inscrire dans le soufisme, ça faisait partie de la culture islamique, donc du plus simple, du commun des mortels jusqu'au grand maître, au grand ulama. Donc apprendre le soufisme ou s'intéresser au soufisme, c'était quelque chose de très normal. Maintenant, avec en premier le colonialisme qui a vu que les premiers résistants c'était les confréries religieuses, les confréries soufis, donc il s'est donné comme objectif de les casser, les casser de l'extérieur puis de l'intérieur. Disloquer carrément. Donc c'est pour ça où il y a eu beaucoup de profusion d'études sur le soufisme, donc les confréries. Déjà, ils n'ont pas trouvé de terme pour qualifier le soufisme musulman. On connaît la résistance de l'Amir Abdel Qadir al-Qadiriya, la résistance des Rahmaniya, la résistance de l'Mahdiya au Soudan, la résistance de Omar al-Mukhtar qui était un tariqa Senussia en Libye. Donc le phénomène se répétait trop pour être un phénomène marginal, donc pour dire que les confréries n'étaient pas dans la résistance. Donc non, les confréries religieuses ou les tariqas étaient au cœur de la résistance contre le colonialisme. Du coup, donc il y a eu beaucoup d'études et beaucoup de laboratoires ont essayé de casser le soufisme. Puis il y a eu cette nouvelle expression de l'islam venue donc la secte des wahhabites qui se sont donnés, qui sont reliés. Donc c'est vraiment, ils ont relié le colonialisme dans leur lutte contre le soufisme. Actuellement, donc dans la culture générale des jeunes surtout, être soufi c'est quelque chose d'être anti-musulman. C'est carrément alors qu'au début c'était pas du tout le cas. Donc on va essayer de présenter tout ça, sachant que le soufisme ne laisse plus les gens indifférents. Il y a vraiment des gens qui adoptent et qui aiment, qui cherchent cette spiritualité. Il y a d'autres qui rejettent carrément. Et réussir à trouver l'équilibre entre les deux, c'est pas évident parce que le cas donc les choses ont changé et voilà, la réalité est telle que, mais quand même, donc c'est une évolution. Par exemple, quand on lit ce qu'a écrit Ibn Khaldoun sur le soufisme dans sa Muqaddima, donc il donne la définition, il essaie aussi de relater un peu l'histoire du soufisme, des origines, comment ça s'est fait et comment ça s'est manifesté au début. Donc au début, déjà on a un problème avec le terme lui-même. Le soufisme, en termes étymologiques, on ne sait pas qu'est-ce que ça vient. Donc certains disent que ça vient de sauf, donc parce que les gens mettaient des robes en laine, donc parce que pour montrer un certain ascétisme. Donc d'autres disent que c'est al-Sofa, c'est une catégorie, c'est un groupe de Sahaba qui était dans la mosquée du prophète alayhi salatu salam, qui avait juste un petit banc comme ça, Sofa. Donc ça viendrait de là. Donc il y a beaucoup de... Et quand vous allez essayer de trouver une définition, quand vous allez dans les premiers écrits du soufisme, notamment Risala al-Qushayriya, donc les définitions données par les plus grands soufis de l'époque, donc Ibn Adham, ou al-Qushayri, ou Hassan al-Basri, ou même l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc on trouve peut-être des centaines de définitions. Là, nous avons un titre
Là, c'est la couverture d'un livre très intéressant. C'est le livre du soufisme de Abdelrahman Ibn Khaldoun. D'accord. Abdelrahman Ibn Khaldoun, qui est donné pour être le premier inventeur de l'histoire, le premier inventeur de la sociologie. La sociologie. Donc, généralement, on le classe parmi les rationalistes musulmans, donc appartenant à une catégorie de savants musulmans qui ont plus plaidé pour la raison, pour l'intellect. Mais on ne connaît pas cette partie de lui qui est l'intérêt pour le soufisme. Mais bien sûr, Ibn Khaldoun, c'est aussi l'enfant de son époque, donc c'est tout à fait normal qu'il s'intéresse à ces manifestations, et c'est tout à fait normal qu'il ait même peut-être pratiqué, parce que même quand il a écrit le Muqaddima, on sait qu'il a écrit dans une khalwa. Donc, la Adi Bani Salama, donc là où il s'est intéressé, il s'est vraiment isolé. Et le khalwa, c'est l'une des pratiques du soufisme. Du soufisme, oui, effectivement. Un autre manuscrit? Ça, c'est un manuscrit, je pense qu'il n'a pas été édité. C'est un sharh, une exégèse des hikam de Sidi Boumediene Chouaib. Parce que de Sidi Boumediene, on connaît juste le mausolée. Sidi Boumediene, c'est à Tlemcen, quelques chansons chantées dans le Houzi ou dans le Melhoun. Mais on ne connaît pas que c'était un auteur aussi. Donc, il a des poèmes, donc il a un recueil de poésie. Il a aussi quelques livres, donc qu'il a laissés, des ouvrages qui n'ont pas été encore étudiés, donc encore moins analysés, pour essayer de comprendre la pensée de ce bonhomme qui a marqué le soufisme en Algérie et en Afrique du Nord. Parce que là, on voit toute la symbiose la symbiose culturelle qu'il y avait entre les deux rives, la Méditerranée, entre l'Andalousie et l'Afrique du Nord. Donc, le va-et-vient de ces ulama, de ces cheikhs qui partaient d'une rive à l'autre. Donc, qui a fait qu'il y a une culture très commune. Donc, c'est pour ça que on a des difficultés à définir l'origine de certaines choses, notamment chez nous. Là, c'est Risala al-Qushayriya. C'est un des livres des plus importants du soufisme qui a été étudié, lu. Donc, les gens s'intéressaient à Risala al-Qushayriya jusqu'à présent. C'est l'un des pavés les plus importants, avec Ihya Ulumuddin de Ghazali et d'autres livres. Et là, ceux-là, on les classe suivant la définition moderne, la classification du soufisme, dans le soufisme sunni, c'est un soufisme qui est dénué de réflexion philosophique, comparé aux travaux de Ibn Arabi ou Ibn Sab'in ou d'autres qui sont intéressés au soufisme, mais plutôt philosophique. Là maintenant, on appelle ça la shajarat al-Turuq. C'est une shajara qui a été dessinée par Omar Ben Smaya. Omar Ben Smaya, c'est le frère aîné de Cheikh Al-Halim Ben Smaya. Lui-même était un peintre. Cheikh Omar Ben Smaya, donc c'est son œuvre qu'on voit, c'est tiré du livre des confréries religieuses de Kopolani. Et sémiologiquement parlant, très symbolique, hein, donc on va vers la même racine pour arriver finalement à la même finalité. Exactement, donc ça c'est les ramifications des différentes toroq donc, qui existaient. À son époque, la dernière en date, c'était Tariqa Sunusiya, donc c'est pour ça qu'il la met au sommet. Donc il y a toutes les ramifications, l'une qui sort de l'autre. Donc, c'est l'un qui est le disciple, puis il se déplace et il crée sa propre tariqa parce qu'il a des adeptes. Il y a certains qui ont... Et il y a aussi tariqa, la définition aussi est un peu délicate parce qu'il y a tariq, il y a tariqa. Donc, et on sait que le soufi est dans le chemin de Dieu, donc il essaie d'arriver à Dieu. Parce que le but, c'est quoi? Donc, in fine, c'est « Illa min atallaha bi qalbin salim ». Donc, c'est ça le but. C'est vraiment le jour de son décès, quand on arrive à la fin, donc on arrive avec un cœur pur, donc pur de toute jalousie, de toute médisance, de tous ces donc vraiment essayer d'arriver à la fin d'être l'homme parfait. Donc est-ce qu'on est sûr d'y arriver? C'est pas sûr, mais il faut être sur le chemin. C'est ça en fait le soufisme. Et c'est l'une des définitions du soufisme aussi. C'est une définition par l'objectif. Il y a des définitions aussi par le cheminement. Donc
Et tout ça, donc on est... Et c'est en fait, aussi des expériences personnelles, parce que ils disent eux-mêmes, les soufis, disent qu'il faut faire très attention à la lecture des livres, parce qu'en lisant beaucoup de livres, on risque d'intégrer donc les connaissances qu'il y a dans le livre et croire qu'on est arrivé, alors que c'est juste une impression psychologique, parce que il faut avoir sa propre expérience. Donc dire que on risque d'adopter certains préceptes alors qu'on les a pas. Il faut les vivre. Chacun a son expérience, voilà. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs manifestations aussi du soufisme. Il y a beaucoup d'ascétisme, bien sûr. Il y a le jeûne. Il y a ça, c'est des pratiques. Et il y a aussi le fruit du soufisme à la fin, donc quand quelqu'un est pur, et nous on le fait souvent, donc quand on croit, on appelle ça la piété salah chez quelqu'un, quand il y a un problème, on veut du dua, donc on cherche les gens, on cherche le maqboul عند ربي, donc on va vers ces gens, donc, et ces gens, par quoi ils se distinguent, surtout par l'akhlaq. Donc, et on se dit que Flan il est Mnouar, donc on croit qu'il est proche de Dieu. Donc c'est pour ça que, et c'est comme ça que se crée la sainteté en islam, quelque part. Alors justement, Ahmed, quand on parle des écoles donc de soufis, on parle de plusieurs manifestations, de plusieurs écoles. Il y a les écoles principales, mais finalement, quelles sont les différences entre ces différentes expressions, manifestations et écoles? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Ça, c'est une très très bonne question. Le chemin est le même. L'objectif est le même. Il est censé être le même. Il y a aussi bien sûr les écoles marginales. Donc on ne va pas en parler parce que. Mais dans la voie quand ils disent que. عدد الطرق بعدد الخلائق عدد الطرائق بعدد الخلائق. Donc chacun en réalité a son propre chemin parce qu'il a sa propre expérience. Donc il y a certains disciples, quand ils vont voir un cheikh, donc ils appellent ça cheikh al-murabbi. C'est l'équivalent de cheikh al-muallim. Donc cheikh al-muallim, c'est le maître d'école, donc qui va enseigner toutes les différentes sciences. Mais Cheikh al-Murabbi, il va essayer c'est tahdib ou ta'dib, donc quelqu'un qui est qui cherche sa voie spirituelle. Donc des fois, il ne sait pas est-ce qu'il est dans la vraie voie, il est dans le faux. Donc il a besoin d'un cheikh pour essayer de l'orienter, de l'encadrer aussi. C'est ça, Cheikh al-Murabbi. Puis à un certain niveau, Cheikh al-Murabbi, l'autre, il y a des fois où le disciple dépasse le maître. Donc il est obligé de chercher un autre Cheikh al-Murabbi. Donc toutes ces taraïq, elles sont faites pour ça. Donc il y a différents Cheikh al-Murabbi. Et chaque époque a son cheikh aussi. Donc c'est ce qu'ils disent dans leur littérature. Donc ils disent ça. Donc on ne peut pas, quand le cheikh, on se met dans une tariqa, puis à la fin, on arrive un peu au bout, donc on cherche quelqu'un de vivant pour l'accompagner. Donc voilà, ça reste quand même des relais. Des relais, exactement. Des relais. Maintenant, si on fait une étude de l'extérieur, on essaie de voir une vue plus haute. On a les deux principales toroq, c'est Tariqa Chadouliya qui est principalement nord-africaine, et puis la Tariqa Al-Qadiriya qui est de Bagdad. Donc ça, c'est les deux premières, les plus anciennes toroq qui sont. Et de ces deux toroq, il y a les différentes ramifications. Donc, et puis, il y a beaucoup de localisme dans le soufisme. Donc chaque tariqa donc dépend de l'atmosphère, dépend du lieu où elle est née, de la société pour laquelle elle a été créée. Par exemple, nous, on a en Algérie, l'Algérie a été le berceau de 3 grands tariqas qui sont maintenant connus. Il y a en premier tariqa Tijaniya, dont on voit l'un des livres, Risalat Boulough al-Amani fi Manaqib Cheikh Moulana Ahmed Tijani. Donc c'est l'une des plus importantes. Elle a la plus importante, qu'en Algérie finalement. Oui, et par la suite elle s'est développée. Maintenant, elle a beaucoup d'influence en Afrique, surtout, en Afrique de l'Ouest. Donc c'est l'une des plus importantes dans le monde parce que par le nombre d'adeptes et par la pratique, la continuité de la pratique. Donc c'est aussi la moitié du XVIIIe siècle.
Et la deuxième, on date, c'est la fin du 18e, c'est Tariqa Rahmaniya, avec Sidi Mohamed Ben Abdelrahman, qui lui, donc, il est plutôt au nord, donc il a beaucoup d'influence dans la région nord de l'Algérie, mais jusqu'aux limites nord du Sahara, donc le Djelfa, donc même jusqu'à Ain Safra et partout, donc il y a beaucoup. Et elle est aussi une tariqa internationale, parce qu'elle appartient à la Khalwatiya, qui elle aussi est l'une des plus grandes tariqas dans le monde. Et la dernière en date, enfin, l'avant-dernière en date et la plus connue, c'est Tariqa al-Alawiya de Cheikh Sidi Ahmed Ben Mustafa al-Alawi de Mstaghanem. Elle a eu beaucoup d'influence aussi, donc elle existe, elle a des zawiyas en Afrique du Sud, en Amérique, donc en Europe bien sûr, en France, il y a beaucoup de zawiyas, elle a beaucoup d'influence. Ça, c'est un manuscrit qu'on voit maintenant, c'est une copie d'un des manuscrits de Sidi Mohamed Boukhoubrin. Donc, c'est ses lettres, les lettres qu'il envoyait à ses disciples. Mais sinon, en fait, ce qu'on peut retenir un petit peu de ces écoles, Ahmed, c'est que ça reste quand même des écoles fédératrices. Finalement, elles ont toujours été là pour la paix, pour la propagation de la paix, la propagation de l'islam tolérant, surtout, et très fédératrices, parce qu'on la voit aujourd'hui, finalement, on a vu il y a quelques semaines ou quelques mois de cela, un très bel événement qui s'est tenu ici même en Algérie, qui a fédéré un petit peu les écoles et les adeptes qui sont venus un peu partout du monde, mais aussi de l'Afrique particulièrement. En fait, ce qui se dit sur l'intolérance de l'islam ou la violence de l'islam, les musulmans sont 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Imaginons que tous ces gens étaient violents. Qu'est-ce qui serait devenu de ce monde? C'est pas vrai. La violence a été de tout temps marginale. Et puis, on voit que la violence est plutôt structurelle dans les pays occidentaux, parce que eux, ils sont violents par leurs pratiques. Donc, leur rapine, leur exploitation du reste du monde, ça c'est de la violence. Maintenant les musulmans, quand il y a une manifestation immunitaire, donc d'autodéfense, c'est un signe de bonne santé de la société plutôt. Quand on vous dit maintenant que les Rahmaniya, quand vous voyez les écrits de l'occupation française pendant l'occupation, qu'est-ce qu'ils disaient de la Rahmaniya? La Rahmaniya, c'est l'une des toroq les plus pacifiques au monde. Mais au moment où il fallait défendre ces terres, ils sont manifestés, donc ils étaient présents, ils ont dit présent, on est là pour nous défendre, c'est tout à fait normal. Donc quand on est agressé, on est obligé de se défendre, comment on va pas se laisser faire? Parce qu'on est soufi ou moins soufi? Non, c'est pas. Mais le soufisme en général, c'est une recherche sur soi, donc il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de... mais ça ne nous fait pas de nous... une personne, ça ne réduit pas notre humanisme ou nos instincts naturels, c'est pas le but. Mais ça fait partie de l'islam en tant que culture. Donc, justement, j'avais lu une fois un article, donc un orientaliste qui parlait des différentes approches qui ont été faites pour l'étude du soufisme. Il dit oui, les asiatiques diraient que le soufisme est d'origine taoïste, les chrétiens, les européens diraient que il est d'origine influencé par les écoles chrétiennes qu'il y avait au Moyen-Orient. Puis donc chacun va essayer de trouver une origine. Mais parfois de s'approprier aussi. Voilà, exactement. Donc, parce que la manifestation de la spiritualité islamique, donc dans le soufisme, c'est l'une des spiritualités dans le monde qui s'est le plus développée. Effectivement. Et on rappelle, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un événement cette semaine, donc au niveau de la Bibliothèque nationale, qui est revenu justement sur les écoles soufis en Algérie. En Algérie et leur influence dans le monde. Donc c'était un bel événement. La Bibliothèque nationale organise un cycle de conférences pendant le mois du Ramadan en soirée, donc pour essayer de sortir un peu des traditions. C'est une belle initiative. Inch'Allah, le cycle va réussir. Donc il y a On termine sur cette photo. Oui, on termine sur la photo de Cheikh Sidi Ahmed al-Alawi de Mstaghanem. Tel qu'il a été décrit par Ahmed Tawfiq al-Madani, c'est un homme énigmatique. Donc il disait que c'est un bonhomme complètement isolé du monde, mais qui a réussi que le bon Dieu a voulu qu'il ait toute cette influence de par le monde. Donc il a marqué plus d'une génération, et jusqu'à présent il continue à marquer les gens. C'est pour ça qu'on se pose toujours la question, comment ça se fait
Mais c'est le qaboul عند ربي. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed, d'être Merci revenu à toi. encore une fois autour donc des écoles Sophie. On se voit samedi prochain, بربي إن شاء Inch'Allah. الله. صحة pour, لكم d'ici là. Allah ربي يسلمك. يتقبل Merci الصيام beaucoup, والقيام. Ahmed.